Agou, agou, agou. Abba, Ré, Ka, Djed, Abba, Ré. Je vous dis bonjour, bonsoir, quelle que soit votre position sur la planète Terre. Comme promis, nous allons donc entamer cette nouvelle saga, ce roman fleuve de l'histoire du Dahomey ou du Bénin, si vous voulez, pour comprendre l'histoire cachée derrière l'histoire. Ce que vous devez comprendre, c'est que derrière chaque histoire ordinaire se cache une histoire extraordinaire. Derrière chaque histoire historique se cache une histoire occulte, une histoire ténébreuse, parfois spirituellement magnifique. Une histoire sans laquelle la portion d'histoire qu'on nous a contée reste toujours incomprise. Une histoire qui voudrait que nous puissions voir les deux aspects de cette histoire avec grand H. Les deux aspects de l'histoire, c'est l'histoire occulte d'un peuple qui détermine, qui définit, qui initie l'histoire ordinaire, l'histoire historique. La plupart du temps, on nous a enseigné l'histoire. L'histoire de Dahomey que nous avons connue sur les bancs de l'école primaire. On nous a enseigné cette histoire sur les réseaux sociaux. Nous avons suivi l'histoire de ce peuple qui est devenu le peuple du Bénin. Et nous avons compris que les hommes sont habitués, est-ce par peur, est-ce par ignorance ou par méconnaissance des lois universelles métaphysiques, les hommes ont toujours tendance à ne donner que la face visible de l'iceberg. Et pourtant, cette portion de l'histoire du Dahomey que nous connaissons comme l'histoire historique, en réalité, n'est que le quart du tiers de la moitié de l'histoire réelle de Dahomey. Lorsque vous regardez l'histoire de Dahomey, vous allez constater qu'il y a souvent des manquements. Vous ne comprenez pas pourquoi on pourrait procéder dans un royaume et trouver cela normal, qu'on pourrait procéder à des sacrifices humains. Ou des rois qui prennent des décisions incompréhensibles. Ou des catastrophes qui sont survenues. Des événements inexplicables. Des faits, des phénomènes. Parce que vous ne voulez pas comprendre, vous ne voulez pas admettre que derrière une histoire historique se cache l'autre histoire. L'autre histoire qui n'est connue que des mystiques, qui n'est connue que des hommes occultes, des hommes de connaissance. Car l'histoire d'un peuple est faite de pouvoir, de puissance. L'histoire d'un peuple est faite d'entité, d'esprit. L'histoire d'un peuple est façonnée sur les rives occultes des forces de l'ombre. Et quand je dis les forces de l'ombre, je ne veux pas forcément dire les forces mauvaises, mais je voudrais plutôt dire les forces voilées. Aujourd'hui, nous connaissons l'histoire historique, mais nous ne connaissons pas l'histoire occulte, ni l'histoire métaphysique de ce pays.
Et pourtant, si nous voulions comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, sur ce territoire, si nous voulions comprendre pourquoi c'est au Bénin qu'il y a eu en premier une conférence des forces vives de la nation, si nous voulions comprendre ce qui se passe en termes d'intellectualisme poussé de ce pays, et surtout de forces occultes, de magie noire, de pouvoir, nous devons cerner toutes les dimensions de l'histoire du Dahomey. La dimension spirituelle cachée, ésotérique, et la dimension exotérique, historique, ou l'histoire historique, comme je me plais à l'appeler, juste pour créer une certaine compréhension. Aujourd'hui, nous allons entrer dans cette histoire occulte. Elle ne vous plaira pas. Parce que nous allons révéler des choses sur 23 minutes. 23 minutes parce que nous respectons l'inclinaison de la Terre. Il faut faire les choses suivant les lois cosmiques. Si nous débordons, ça ne dépassera pas 24 minutes, puisque nous sommes dans cette même inclinaison terrestre. Nous allons dire ce qui doit être entendu. Nous allons libérer des forces, car la parole, lorsqu'elle véhicule une certaine énergie, ouvre des portes, libère des non-dits pour que les choses cachées puissent commencer à se mouvoir et qu'enfin, comme le dirait l'autre, vous connaîtrez la vérité et la vérité, elle seule, vous affranchira. Est-ce que les gens vous ont enseigné l'histoire occulte? Il ne s'agit pas seulement du Bénin, du Dahomey. Il s'agit de tout peuple. Même les États-Unis ont connu leur histoire occulte au cours de la ténébreuse guerre de sécession. Car la dimension occulte d'un peuple se déroule uniquement dans le conflit des forces de l'ombre, des forces cachées, des forces qui doivent être maîtrisées continuellement, encadrées d'une manière ou d'une autre pour qu'une civilisation existe. Nous ne faisons pas une guerre à la nature, mais nous sommes obligés, en tant que civilisation, de connaître les forces, les principes actifs derrière les phénomènes, de connaître le nous-mêmes, afin de domestiquer les puissances. Le Dahomey d'alors et d'aujourd'hui, Bénin, est un territoire occulte, est un territoire de force, de pouvoir, de mystère, voilé par un égrégore, gardé par des sachants. Laissez-moi vous dire une chose. Aucune histoire d'un peuple n'a jamais été faite sans la collaboration première, entière, fondamentale de grands initiés, de grands occultistes, de grands mages. Toutes les civilisations qui ont marqué l'histoire, depuis l'Égypte antique à ces démembrements que sont aujourd'hui les pays que nous connaissons, des pays africains, je vous assure, chaque civilisation, chaque pays, chaque peuple est né de son mystère, est né de ses forces occultes, est né de l'autre histoire faite par des personnes sans visage, par des individus qu'on appelle des initiés, ceux qui avaient non seulement maîtrisé la natura naturata, mais par ceux-là qui avaient également connaissance de la natura naturans, des personnes qui connaissaient la partie révélée et la partie
caché. Lorsque nous voulions aborder l'histoire de Dahomey, il nous faut forcément retourner à l'Égypte antique, car chaque peuple a pris de l'Égypte antique, 3 fois mère, une connaissance fondamentale initiatique nécessaire à la création de son peuple, de sa population, de sa terre, de sa civilisation micro. Vous ne pouvez imaginer jusqu'à quel point, depuis des milliers d'années, l'Égypte a tellement impacté des peuples dans leur âme, dans leur essence, jusqu'à produire aujourd'hui des pays, des peuples, des ethnies qui conservent de façon voilée, dans l'aspect métaphysique de leur tradition, les connaissances profondes de l'Égypte antique. Même les autres civilisations asiatiques, européennes, américaines, contiennent toujours de grandes bribes d'informations liées à la connaissance de l'Égypte antique. Et c'est justement la raison pour laquelle il nous faut, si nous voudrions cerner la problématique, il nous faut forcément retourner à l'Égypte antique. Nous n'avons pas besoin de récupérer toute l'Égypte, ni toutes les informations de l'Égypte. Ce serait un travail colossal qui ne s'arrêterait jamais. Mais il y a des indices d'information qui deviennent très récurrents et que nous pourrions vraiment cerner et concerner, et vous conduire étapiquement. Et vous arriverez par vous-même à tirer la conclusion. Et vous verrez qu'en réalité, cette histoire qui n'est pas contée, pour être validée, ne sera pas validée par l'histoire ordinaire, parce que l'histoire ordinaire est complètement out. Mais cette histoire ésotérique, cette histoire occulte du peuple de Dahomey, ne pourra être validée que par votre cœur. Parce que votre cœur connaît l'histoire. Votre corps a la mémoire de votre histoire. Votre corps a les gènes spirituels, les spiriles. Votre corps possède les molécules, les atomes, les énergies, la vibration qui vous a incarné. Votre corps connaît. Votre corps connaît l'histoire du Dahomey. Votre corps connaît l'histoire de l'Égypte. Parce que votre corps est le temple dans lequel se cachent les mystères cachés du Thoth. Et ça, c'est très important. Et donc, dans l'Égypte antique, on nous parle souvent de divinité. Que ce soit Atum, Atum-Re, que ce soit Osar, Osiris, ou que ce soit Isis, Aset ou Nephthys, quels que soient les noms, ou Seth, sans l'oublier bien sûr. Ce ne sont pas seulement des divinités ou des dieux, comme chacun peut se permettre de les appeler. Ce ne sont pas simplement des Nutur. Ce sont avant tout des principes universels, des principes universels divinisés, des principes universels, disons, anthropomorphisés, des principes universels qui sont peints sous une forme mythologique, dans une forme de métaphore, de légende, afin que l'intuition cosmique de l'individu, afin que l'intuition qui est le langage ou l'outil de lecture du langage universel qu'est le symbolisme, puisse éternellement et de façon immortelle en conserver la trace. Et donc, en retournant dans l'Égypte antique, en repensant au Noun primordial, en repensant au concept du Noun qui a été récupéré par les Grecs,
pour le représenter comme étant le serpent qui se mord la queue ou l'ouroboros, nous pouvons déjà tisser un lien très fort avec les autres peuples qui sont nés de l'Égypte et en ce qui nous concerne, le peuple de Dahomey. C'est là que nous trouverons notre racine. C'est là que nous trouverons notre véritable histoire. C'est là où nous trouverons les puissances, les forces. Lorsque les initiés, chercheurs d'une terre favorable, ont dû appliquer les connaissances de l'antique Égypte pour pouvoir asseoir une nouvelle civilisation. C'est le principe de l'abeille. Nous ne faisons que reproduire les gènes de notre tradition. Alors, que s'est-il passé réellement en Égypte? Quelle est cette connaissance dont les peuples ont dû bénéficier pour aujourd'hui créer leur propre contexte territorial, leur propre tradition, leur propre vécu quotidien? Dans toutes les grandes traditions, comme d'ailleurs celle de l'Égypte, 3 fois mère, il y a cet élément essentiel qui a été diabolisé malheureusement. Il s'agit donc du serpent, généralement appelé le dragon. Comme je vous le disais tantôt, le principe de l'ouroboros était déjà connu dans l'Égypte antique. Le serpent qui se mord la queue, dans ses différents aspects, aussi bien dans son aspect statique, formant un cercle infini d'immortalité, d'éternité et de permanence. Mais dans cette permanence, il y a une autre forme du serpent formant un silhouette, le serpent qui se mord la queue. Et on le voit très bien dans le principe de la divinité Her, H-E-H. Donc ce principe de 8 qui cache en son fond le déner montre très bien une équation fondamentale de la métaphysique égyptienne, c'est le dynamisme au sein de la permanence. Ce que la Kabbale juive va récupérer plus tard et va dénommer ce qui bouge sans bouger. Et pourtant, l'Égypte antique avait cette connaissance. Et donc, dans l'Égypte antique, le serpent avait toujours une importance extraordinairement capitale. Pas l'interprétation que vous en avez aujourd'hui, mais toute la civilisation égyptienne, je peux vous dire, a été construite sur la science reptilienne. Et je crois que la divinité Sobek, la divinité ou le dieu reptilien crocodile, peut en parler. Et le Nil n'était que le grand serpent. Mais pourquoi cette connaissance? Pourquoi identifier les sciences les plus occultes, les sciences les plus immortelles, au concept même de cet animal craint, qui a un aspect positif, certainement, et un aspect négatif, connu comme étant le Agathodéimon et le Kakodéimon. Car vous retrouverez plus tard que c'est justement ce dragon qui se mord la queue, le grand serpent, qui a donné naissance aux 4 grandes classes entitaires que nous connaissons comme étant le feu, l'air, l'eau et la terre, qui en réalité, dans l'expression principielle de leur nature, constituent chacun un serpent. Le principe initial premier des entités de la terre est un serpent. Le principe initial premier des entités de l'eau est un serpent. Le principe initial premier des entités de l'air est un serpent. Et du feu, c'est un serpent. Avant que on ne vous parle des autres formes de ces entités. Mais leur principe premier est fondamentalement un serpent, issu de l'ouroboros, du serpent primordial. C'est pourquoi le dragon a toujours été considéré comme étant le symbole de la permanence, de l'immortalité, de l'éternité, parce que c'est à la fois
le spiritus mundi et l'anima mundi. Et dans l'anima mundi, qui est donc connu comme étant l'akasha primordial, dans la tradition orientale, on voit très bien que c'est de cet akasha que sortent donc les 4 puissances ou les 4 éléments. Et donc, les 4 éléments sont principalement identiques à cette nature première. Il y a forcément le serpent souterrain. Et d'ailleurs, les dragons se cachaient dans les grottes souterraines. Il y a le serpent aquatique, le premier. C'est pourquoi vous voyez certaines divinités de l'eau se présenter à vous sous forme de serpent. Il y a le serpent de l'air. Il y a le serpent du feu. Et lorsque vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir dans le chapitre 12 de l'Apocalypse où on dit « Et un signe apparut dans le ciel. » Un grand serpent. Mais aussitôt, ce serpent poursuit la femme. Et on voit derrière de l'eau. Et ensuite des tremblements de terre. Lorsque dans l'Ancien Testament, on nous parle de ce serpent qui aurait induit Ève et Adam en erreur, on lui dit ensuite que tu ramperas. Ce qui veut dire qu'en fait, avant, le serpent ne rampait pas, c'était un dragon. Il a des ailes, symbole de l'air, il a des pattes, symbole de la terre, il crache du feu. Et naturellement, le dragon peut vivre dans l'eau. C'est également un reptile. Et ne dit-on pas que nous sommes reptiles par le fait même de notre colonne vertébrale qui témoigne justement de notre origine. Je ne voudrais pas aller plus loin. Je voudrais juste porter votre attention sur le symbole du serpent. Et vous montrer qu'en fait, c'est de sa connaissance qu'on a ce que j'appelle la science de l'immortalité, qui est la métaphysique écarlate, dont je parle souvent également sur YouTube. Si vous tapez métaphysique écarlate, vous allez trouver cette science dont je parle, qui est la science de l'immortalité, la maîtrise de notre Kundalini par la pratique de la sexualité sacrée, qui est donc la métaphysique écarlate. Donc la connaissance profonde de l'histoire de Dahomey, et j'en viendrai, je vous expliquerai tout ça, commença donc en Égypte, avec une proto-connaissance qui nous indique clairement que nos ancêtres, qui ont récupéré de la science antique, de l'Égypte antique, ont dû, à un moment donné, utilisant toujours le véritable moyen de communication que sont les mythes et légendes, ont traduit des connaissances essentielles que la raison ne pouvait saisir, mais que seul l'esprit intuitif, empathique et sympathique pourrait saisir. Ils ont traduit tout cela sous forme de légendes et de mythes. Et c'est ce qui nous conduira plus tard à la légende de la fondation du Dahomey. Et vous serez très surpris de savoir qu'est-ce que c'est que cette science sacrée du serpent. Je vous retrouve tout à l'heure et que les bénédictions soient. Merci.